Bienvenue dans notre 15e leçon. La 15e leçon porte sur les outils de décision pour les managers, les responsables et les leaders. 4 outils. Vous savez, la 15e leçon, c'est la suite de nos leçons précédentes. La 12e était centrée sur le type de décideur et la prise de décision. La 13e était centrée sur les techniques de décision. La 14e a porté sur les déclarations et les phrases célèbres sur comment un bon chef doit prendre des décisions, les faire exécuter dans les délais sans ruiner l'organisation. Vous voyez maintenant que la 15e vient parler des outils de décision. Nous avons reçu des questions sur ces outils et certains amis ont posé des questions de savoir comment distinguer ces 4 outils l'un de l'autre. Nous allons vous expliquer d'une façon un peu brève, parce que si nous voulons plonger vraiment dans le vif de la matière, ça nous prendrait trop de temps. Mais comme ce sont des notions introductives, nous allons vous demander d'aller les approfondir maintenant dans vos recherches, parce que nous n'allons pas tout expliquer comme si nous étions dans une explication classique où nous avons un temps suffisant. Nous ne faisons qu'ouvrir seulement la porte, à vous d'explorer le reste de la maison. Les 4 outils sont des outils très importants et je vais les énumérer avant de les expliquer. Le premier outil de décision, c'est la matrice de décision. Le deuxième outil, c'est l'arbre à décision. Le troisième outil, c'est l'analyse Pestel. Et le 4e, c'est les SWOT, les FFOM. Pourquoi ces outils sont très importants? Ils nous aident à prendre des décisions individuelles, ils nous aident à prendre des décisions organisationnelles, ils nous aident à prendre des décisions managériales, mais aussi ces outils ont un avantage de vous aider à prendre une décision éclairée ayant éliminé les différents aspects qui pourraient peut-être constituer les problèmes de blocage des décisions. Ces outils sont très importants aussi pour les managers parce que ils permettent à ce que sa décision soit éclairée par un processus d'analyse de tous les éléments à sa possession. Commençons par la matrice de décision. Comme vous le voyez sur notre tableau, la matrice de décision va porter sur les choix d'une solution gagnante. La matrice de décision porte sur 8 points. Nous allons expliquer les points. Après avoir expliqué les points, nous vous présenterons un tableau exemplaire dans lequel nous allons placer les données et après les données, nous allons choisir ensemble comme application et pratique en commençant par cet élément. 1. La première étape, vous vous fixez l'objectif de la décision. Je donne un exemple. Je suis responsable d'une organisation dans la périphérie d'une ville X. Je veux décider que je dois déménager ou rester là où je suis. La décision doit porter sur le déménagement. Ça, c'est l'objet de votre décision. Deuxième chose, vous allez lister les choix possibles. Les choix possibles, c'est-à-dire, je peux dire, soit je déménage pour aller en ville à côté des clients, soit je reste dans ce bureau, ou soit je prends un bureau dans le même quartier, mais en dehors de là où je suis. Ce sont mes 3 choix. Vous listez les choix possibles.
Comme par exemple, je reste dans ce bureau, je prends un autre bureau en location dans ce même quartier où je déménage de la périphérie de la ville pour aller dans la ville, en centre-ville, pour aller là où il y a des clients. Ça, ce sont des choix possibles. Alors, après ça, vous allez définir les critères. Les critères, vous les définissez. Vous dites par exemple, les critères, ce sont des éléments qui vont influencer votre décision. Par exemple, pour le déménagement, je peux dire critère numéro 1, c'est-à-dire le temps. Est-ce que le temps sera gagné? Si je suis ici, si je déménage pour aller en ville, si je prenais la maison dans le quartier, dans le même quartier, est-ce que j'aurais gagné le temps? Le temps n'est pas le choix, mais c'est le critère qui va déterminer mon choix. Je prends le deuxième critère, par exemple, le prix du logement. Je peux dire, les logements que je paye ici, les logements que je payerai en ville, les logements que je payerai si je prends un bureau dans le même quartier pourra influencer ma réussite ou mon échec à quel niveau? Le prix du logement, c'est un critère. Le gain du temps, c'est un critère. Troisième critère, la proximité avec les clients. Est-ce que ici, là où je suis rapproché des clients? Si j'ai déménagé pour aller dans un autre bureau, mais dans le même quartier, est-ce que j'aurais perdu les clients ou je me serais rapproché d'eux? Et si j'allais en ville, où se trouvent les clients les plus rapprochés? Voilà que nous avons pris la décision, nous l'avons identifié, décision c'est-à-dire déménager. J'ai pris les choix possibles, 3 choix, rester ici, prendre le bureau dans le même quartier ou aller en centre-ville, ça fait mes 3 choix. Les critères qui vont déterminer mes choix sont au nombre de 3. J'ai bien précisé le gain du temps, j'ai bien précisé le prix du logement, j'ai bien précisé la proximité avec les clients. Après avoir pris vos critères, vous avez pris vos choix possibles, vous savez la décision qui va être au centre de votre analyse. Vous faites maintenant ce que nous appelons la tracée du tableau. Vous allez créer maintenant la matrice. Vous commencez à tracer. Vous commencez à tracer. Vous tracez. Vous tracez. Vous dites par exemple, je trace par exemple les critères. Je mets temps, prix du logement, proximité avec les clients. Là, dans les choix possibles, je mets par exemple pondération. Je mets par exemple ville, rester et dans le même quartier. Après que j'ai déjà tracé mon tableau, je vais directement placer les éléments dedans. Comme j'ai dit, les choix, je les mets là. Après les avoir mis, je mets les critères et je commence maintenant à faire ce qu'on appelle la pondération. La pondération, c'est-à-dire, je note les choix et leur pondération. Je fais quoi? Mes choix seront placés, mais je vais leur donner des points. Je donne les points à chaque pondération. Je donne le point plutôt à chaque critère. Je dis par exemple, le temps, je vais lui donner combien sur 5? Le prix du logement, je vais lui donner combien sur 5? La proximité avec les clients, je vais donner combien sur 5? Là, vous voyez par exemple dans notre tableau que je vais vous présenter dans quelques minutes, si nous prenons par exemple maintenant les choix et les critères, vous allez voir que vous allez bouger entre 0 et 5. Quand c'est très important, vous faites 5. Quand c'est plus important, mais pas très important, vous faites 4. Vous allez du plus important au moins important. 5, 4, 3, 2, 1. Si j'estime que le temps pour moi est très important, je mets 5 ou 4. Si j'estime que le temps n'est pas très important, je mets 2, 1 ou 3. Alors, plaçons un peu les données. Quand je viens de faire la pondération, je commence par exemple, je dis, voilà maintenant là où je place mon tableau devant vous pour que nous l'analysions ensemble. Regardez bien, nous avons les critères, nous avons le temps, nous avons les prix du logement, nous avons la proximité avec les clients. Commençons maintenant à pondérer, c'est-à-dire mettre les points pour chaque critère. Je dis par exemple, je vais déménager en vie. Je vais déménager. Je ne vais pas déménager ou je vais rester. Mais le temps va compter quoi pour moi? Je dis, bon,
3 sur 5. Parce que le temps n'est pas un problème pour moi. 3 sur 5. Je lui donne 3 sur 5. J'ai dit le prix du logement, il peut avoir quelle importance pour moi. Si je paye trop, je vais entrer en faillite. Mais si je paye moins, je vais gagner. Ah, donc le prix du logement est très important pour moi. Je lui donne 4 sur 5. J'ai dit, les clients pour moi comptent ou ne comptent pas. Pour moi, être à côté des clients est plus important parce que si je ne suis pas à côté des clients, je ne vendrai pas ou je ne trouverai pas davantage. Donc pour moi, les clients sont très importants. Et alors je vais dire, pour moi, les clients comptent 5 sur 5. Voilà, c'est ce que nous avons maintenant comme pondération. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons encore, nous allons pondérer maintenant aussi les choix. Je dis par exemple, aller en ville, rester et aller dans le quartier, ça peut avoir quelle importance? Alors je commence par multiplier chaque chose. Je dis, si je dois aller en ville, vu le temps que je dois prendre, est-ce que j'aurai un problème de temps ou je n'aurai pas le problème de temps? Je dois mettre 3 parce que aller en ville et ne pas aller en ville, il n'y aura pas trop de problèmes pour les agents. Je mets 3. Mais si je dois rester là où je suis par rapport au temps que j'utilise ou les agents utilisent, est-ce que rester par rapport au temps sera important ou non? Je mets 5 parce que rester là où je suis par rapport au temps, je ne veux plus gagner, je ne veux plus perdre le temps. Rester dans le quartier où je suis, qu'est-ce que ça va me donner comme avantage? Je dis, bon, c'est presque le même temps que j'utilise si j'allais en ville ou non. Je mets 3. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les 3 fois 5. Si j'allais en ville, le temps, les 3, je le multiplie par 3, je vais avoir 9. Si je dois rester en ville, par rapport aux 5 que je lui ai donné, si je dois rester là où je suis, je prends le temps fois 5, ça devient 15. Si je dois aller dans le bureau à côté, mais dans le même quartier, je prends 3 fois 3, ça fait 9. Prix du logement. Aller en ville, vraiment c'est très cher pour moi. Je lui donne 1. Parce que là, je sais que je vais perdre. Rester là où je suis, c'est mieux pour moi. Même si le prix n'est pas un problème. Je fais 3. Rester dans le quartier, c'est la même chose par rapport au prix, parce que le prix ne va pas bouger beaucoup. Ça devient 3. Je vais multiplier maintenant les prix fois ville où rester ou ce que nous appelons les choix. Je prends 1, je prends 4 sur 5 fois 1, ça donne 4 en rouge. Je prends 4 fois 3, ça fait 12. Je prends 4 fois 3, ça fait 12. J'entre à la colonne de proximité des clients. J'ai compris que la proximité avec les clients est d'une importance capitale pour moi. Néanmoins, je dois les comparer avec mes choix. Ok, si j'allais en ville, par rapport aux clients, est-ce qu'il y a trop de clients? Oui. Et donc, je mets 5. Parce que là, c'est à côté des clients. Là où je suis, est-ce que je dois rester? Si je dois rester, est-ce que j'ai des clients? Non, je ne trouve plus de clients. Ou je ne suis pas à côté de mes clients. Je mets 2 parce que ça ne m'avantage pas. Rester dans le quartier. Maintenant, comme je vais bouger, si je restais dans le quartier à côté, ou si je restais dans la maison, c'est presque la même chose. Je mets 2. Alors, je vais multiplier les 5 avec les choix. 5 fois 5 fait 25. 5 fois 2 fait 10. 5 fois 2 fait 10. Alors, la dernière étape, je vais maintenant additionner. 3 plus 9 plus 1 pour rester en ville. Je commence le premier choix. Aller en ville. 3 plus 9 plus 1 plus 4 plus 5 plus 25, ça fait 38. Je prends le choix de rester. 5 plus 15 plus 3 plus 12 plus 2 plus 10, ça fait 37. Allez dans le quartier à côté. 3 plus 9 plus 9 plus 12 plus 2 plus 10, ça fait 31. Et la dernière chose à faire, c'est choisir la solution gagnante. Le choix de la solution gagnante va porter sur quoi? À ce moment-là, maintenant, je vais voir quel est celui qui a pris la grande place en matière de points. Celui qui est la solution la plus gagnante, c'est celle-là, de 38. Et donc, si je comparais 38, 37, 31, et je coche 38, c'est-à-dire que je dois bouger pour aller en ville.
parce que j'ai déjà compris que les critères avec leur choix prouvent que si j'allais en ville, je me serais mieux décidé, j'aurais mieux décidé, et donc je prends la numéro 38, le nombre 38. C'est ça ce qu'on appelle la matrice des décisions. Notez bien, vous avez vos critères, vous avez vos choix, vous leur donnez des points, la pondération, et puis vous multipliez par chacun, et à la fin vous prenez l'addition, et de l'addition vous avez le nombre qui sera le plus élevé. Il faut encore mieux lire, il faut encore mieux exploiter, mais c'est ça la matrice de décision. Alors, deuxième outil, l'outil que nous appelons l'outil Pestel. L'outil Pestel, c'est un outil d'analyse pour les managers qui lui permet de prendre de bonnes décisions lorsqu'il est dans un besoin de faire quelque chose où il lui faut avoir vraiment trop d'attention sur les conséquences qu'il va encourir. Vous voyez les 6 mots P, E, S, T, E, L. Le Pestel ici, P signifie politique. E signifie économie. S signifie sociologie. T signifie technologie. E signifie environnement. L signifie légal. Alors, comment vous analysez l'implantation d'une activité, l'implantation d'une organisation, la prise de décision sur là où vous devez aller ouvrir vos activités, la prise de décision sur là où vous pouvez alimenter vos fonds, la prise de décision sur là où vous devez amener les activités de grande importance pour ne pas tomber en faillite, où vous avez une analyse sur les milieux en question. P, vous allez voir l'environnement politique. Quelle est la politique qui sévit dans ce pays? Quelle est la politique qui sévit dans cette ville? Ou dans le milieu où je voudrais aller implanter mes activités, dans le milieu où je voudrais aller installer mon organisation, ou dans le milieu où je voudrais aller ouvrir mes activités et travailler. Quelle est la politique qui est là? Vous allez voir comment est la fiscalité, vous allez voir s'il y a des personnes corrompues, vous allez voir si les responsables politiques prennent la corruption et que ça peut vous ruiner. Vous allez voir si dans l'environnement politique il y a de guerres, de l'insécurité et autre chose. Là, c'est ce qu'on appelle les P. Les P va porter sur la politique qui environne toutes les activités qui se font dans ces milieux. L'analyse politique va porter même sur la liberté de presse. Est-ce qu'il y a la liberté? Est-ce qu'il y a la corruption? Est-ce qu'on peut ouvrir facilement les décisions des politiciens qui sont dans ces pays ne peuvent pas influencer négativement vos activités? Là, c'est le P. Et vous allez voir maintenant comment se fait l'économie. Est-ce qu'il y a le pouvoir d'achat? Est-ce que c'est un milieu pauvre ou riche? Est-ce que le PIB est à considérer? Est-ce que dans cette zone, on peut avoir un taux d'intérêt élevé ou on peut perdre si on investissait là-dedans? Est-ce que les consommateurs de cette zone sont des consommateurs qui peuvent facilement acheter mes produits? Comment l'environnement économique se trouve? Est-ce qu'il y a le taux d'échange est à un bon niveau? Est-ce qu'il y a la dépréciation monétaire dans cette zone? Ça, c'est ce que nous appelons maintenant l'environnement économique. Après avoir analysé l'environnement économique, vous descendez maintenant sur les sociales, donc la sociologie. Comment sont les personnes de cette ville-là? Est-ce que ce sont des bonnes personnes? Est-ce que ce sont des mauvaises personnes? Est-ce qu'ils sont capables d'acheter ou ne peuvent pas acheter? Comment est le marché? Est-ce que la démographie, il y a une population suffisante? Est-ce qu'il y a la mobilité des populations? Est-ce qu'il y a l'exode rural ou bien il n'y a pas d'exode? Est-ce que les gens qui sont dans cette partie-là ont l'habitude de consommer quoi? Ils ont l'habitude de s'habiller quoi? Est-ce que les produits que je vais amener peuvent être mieux pour cette population ou bien il n'est pas nécessaire? Vous amenez certains produits dans un milieu rural, personne ne va acheter. Vous prenez les mêmes produits, vous les amenez en ville, vous avez des clients. C'est un problème de sociologie. Après, maintenant, vous allez passer à T, c'est-à-dire technologie. Est-ce que le marketing, la communication, la façon dont je vais être en contact avec les clients sera d'une façon électronique ou bien en présentiel? Est-ce que la communication que j'aurai sera mieux faite par rapport à la technologie actuelle ou bien je vais m'adapter seulement à la communication ordinaire? Ça, c'est le T. Après, vous allez voir maintenant l'environnement. L'environnement, c'est-à-dire l'environnement
qui va porter sur les éléments comme par exemple, est-ce qu'il y a la pollution? Est-ce qu'il y aura la possibilité de recyclage? Est-ce que l'environnement est pollué? Est-ce que je ne veux pas ouvrir une usine quelque part qui peut-être aura la difficulté de s'implanter parce que je serai en train de détruire l'écosystème? Est-ce que l'environnement dans la zone prouve qu'il y a la salubrité ou l'insalubrité? Est-ce que je ne viendrai pas encore détruire la zone en croyant que je viens travailler alors que je viens faire des activités qui seront maintenant être de mauvaise nature contre l'environnement? Et après, vous allez voir maintenant légal. Quelles sont les lois? Est-ce qu'il y a une concurrence? Les lois qui régissent la santé, les travailleurs, quel est le code du travail qu'ils utilisent? Est-ce que je vais leur donner quelle sorte de contrat? Les lois qui régissent mon environnement judiciaire, est-ce que les juges ils sont capables de lutter contre la concurrence ou non? Et là, vous avez maintenant cette analyse. Vous avez vérifié la politique, l'économie, le social, la technologie, l'environnement et le légal. Une fois que vous avez toutes ces informations, elles vont vous permettre de faire quoi? Elles vont vous permettre maintenant de décider de dire « je n'ouvre pas parce que l'environnement politique n'est pas bon. Je n'ouvre pas parce que je trouve que la population de là ne va pas consommer mes produits. Je n'ouvre pas parce que je trouve qu'en détruisant l'environnement directement, je vais fermer. Je n'ouvre pas parce que la fiscalité qui elle est très élevée, je ne gagnerai rien. Ou bien j'ouvre parce que on accueille bien les investisseurs. Je n'ouvre pas parce que dans cette zone, il y a trop d'insécurité et de guerre, on risque de piller mes produits dans moins de 14 jours. Je n'ouvre pas parce que les routes ne sont pas praticables à cause du fait que à chaque fois que je bouge, je dois donner de l'argent, je ne saurais pas couvrir les taxes légales et les taxes illégales. Voilà un peu des éléments qui peuvent vous aider. Ça c'est ce que nous appelons les PESTEL. Donc, P, politique, E, économie, S, sociologie, T, technologie, E, environnement et L, légal. Troisième outil, c'est l'analyse SWOT. SWOT, c'est un mot anglais. S signifie strength, qui signifie force. W signifie weakness, qui signifie faiblesse. O signifie opportunities, c'est en anglais, qui signifie aussi en français opportunité. Et T signifie aussi threat, qui signifie aussi en français menace. Donc, SWOT, c'est strength, weakness, opportunity, threats, qui signifie force, faiblesse, opportunité, menace. C'est un outil de marketing. Il peut nous permettre de faire l'audit interne et l'audit externe. Donc, vous pouvez appeler des gens qui peuvent venir faire l'analyse de vos activités, qui peuvent venir voir ce que vous faites et avoir la possibilité de vous donner l'image de ce que vous êtes. Et là, ça peut vous aider de prendre des décisions sur quoi changer à l'interne, quoi faire à l'externe. Et au point de vue interne, ça peut vous aider de voir vos forces et vos faiblesses. Au point de vue externe, ça vous permet de voir les opportunités, les chances, les bonnes occasions qui vous sont offertes et les menaces, c'est-à-dire des choses qui sont capables de peser sur votre organisation et la détruire si vous ne prenez pas des décisions préventives dans les délais. Alors, qui peut participer à l'analyse SWOT? C'est vous, comme membre de l'organisation, ce sont les agents, ce sont les auditeurs externes, ce peuvent être des managers qui peuvent dire « nous voulons nous réunir pour essayer de faire l'analyse à notre propre niveau avant que nous ne puissions intégrer les autres éléments ». Alors, comment vous faites? Strength, vous voyez vos capacités, vos forces. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons des ressources humaines, nous avons l'argent, nous avons des bons personnels. Ce sont vos forces. Vos forces, c'est-à-dire ce qui est à votre possession, que vous pouvez dire, nous avons ceci qui est dans les bons. Ce sont vos forces parce que c'est ce que vous avez comme capacité disponible dans l'organisation. Faiblesse, c'est ce que vous n'êtes pas capable de faire. Ce que vous n'êtes pas capable de faire. C'est-à-dire des choses qui vous manquent, vos faiblesses. Vous pouvez dire, en d'autres termes, les points faibles. Vous pouvez être une bonne organisation, mais qui est mal placée. C'est une faiblesse. Vous pouvez être une bonne organisation, mais sans argent. C'est une faiblesse. Vous pouvez être une bonne entreprise, mais qui n'a pas trop de clients. C'est une faiblesse. Alors,
vous analysez vos faiblesses, vous les listez, vous dites, voici notre faiblesse, notre faiblesse, notre faiblesse. Après, maintenant, vous allez sur les opportunités. Les opportunités, c'est-à-dire, vous dites, qu'est-ce que nous avons comme occasions qui nous sont offertes, que nous pouvons exploiter et mieux réussir. C'est par exemple, vous pouvez avoir des fournisseurs qui sont prêts à vous fournir des choses. Vous pouvez avoir, par exemple, un financement qui va venir dans un mois. C'est une opportunité. Vous pouvez, par exemple, avoir un événement qui va avoir lieu dans la zone qui permettra, par exemple, que vous ayez des clients. Peut-être vous pouvez dire l'opportunité, c'est qu'il y a une usine qui va ouvrir telle part, ou peut-être il y a telle personne qui viendra travailler dans cette zone et là, trop d'agents qui vont être en interaction avec nous. Les opportunités, c'est-à-dire quelles sont les chances que vous avez ou les choses qui peuvent venir de l'extérieur, mais que vous pouvez utiliser comme occasion à saisir pour mieux vous positionner. Et après, maintenant, les menaces. Les menaces, c'est-à-dire qu'est-ce qui est dans votre environnement externe qui peut vous amener à échouer. Par exemple, la présence des groupes armés, par exemple, la présence des terroristes, par exemple, la concurrence qui est très forte à votre côté, c'est une menace, vous avez ouvert quelque part, l'autre a ouvert, d'autres ont ouvert, mais vous trouvez qu'ils sont mieux préparés que vous, c'est une menace. Alors, une fois que vous avez analysé vos forces, vos faiblesses, vos opportunités et les menaces, ça vous prendra maintenant le temps d'analyser toutes ces réponses et prendre des décisions. Première décision, si vous trouvez que vous avez trop de force par rapport aux faiblesses, vous n'avez pas peur. Mais si vous trouvez que vous avez trop de faiblesses par rapport aux forces, vous allez prendre maintenant des décisions pour améliorer vos faiblesses. Si vous trouvez que vous avez trop d'opportunités, vous devez maintenant commencer à prendre des décisions sur comment les utiliser. Si vous trouvez qu'il y a trop de menaces, c'est ce qui va vous donner maintenant la possibilité de faire un plan de contingence, un plan de résilience, comment vous allez survivre avec vos activités dans une zone où il y a trop de menaces. Alors vous allez faire maintenant ce qu'on appelle le plan de contingence, avec des alternatives. Au cas où telle chose arrivait, voilà ce que nous ferons. Au cas où telle chose arrivait, voilà ce que nous ferons. Maintenant, les décisions, nous avons dit que c'est la prise de décision parce que vous allez décider sur les opportunités, vous allez décider sur les menaces, vous allez décider sur les forces, vous allez décider sur les faiblesses. Cette gamme de décisions sera l'objet maintenant d'un plan futur de l'organisation et elle va maintenant adapter sa vision et sa mission sur les décisions prises après avoir fait l'analyse à l'interne, parce que sans analyse, vous allez partir jusqu'à ce que les menaces vous atteignent. Voilà beaucoup d'organisations qui tombent en faillite parce que les menaces étaient présentes, on n'y a pas songé. Voici beaucoup d'organisations qui tombent en faillite parce que quand les faiblesses venaient, les entrepreneurs n'ont pas dit ça, c'est une faiblesse à laquelle nous devons commencer à chercher des solutions. Et enfin, nous n'allons pas expliquer trop le dernier outil que nous appelons l'arbre à décision. L'arbre à décision, c'est un schéma que vous tracez. Vous voyez ici sur notre tableau, vous tracez un schéma. Le schéma que vous allez tracer, vous commencez par la grande décision, vous faites les nœuds et vous avez les différentes décisions qui peuvent sortir de la grande décision. Vous éliminez les décisions qui ont déjà trouvé des solutions et donc vous restez avec des décisions qui sont sorties de la grande décision mais dont vous n'avez pas encore trouvé des réponses. Ça sort comme un arbre, du début un tronc avec plusieurs embranchements. À la fin d'un temps, vous allez dire voilà, on a commencé, on avait 15 problèmes, mais au bout de ces mois, nous restons avec 3 problèmes. Vous partez en train d'éliminer les problèmes qui ont trouvé des solutions et vous focalisez sur des problèmes qui n'ont pas de solutions. On ne pourra pas trop expliquer parce que il faut un logiciel approprié, mais l'arbre à décision, c'est-à-dire, en un mot, vous avez une grande décision avec des petites décisions que vous monitorez en cochant celles qui sont répondues jusqu'à rester avec celles qui ne sont pas répondues. Ça, c'était la 15e leçon. Je passe aux questions. Première question. Vous travaillez dans une organisation. Pouvez-vous lister les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités de là où vous travaillez? Donc, pouvez-vous tracer les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces pour votre organisation? Ça, c'est la première question. Deuxième question, pouvez-vous faire la différence entre les critères et les choix? Quelle est la différence entre les critères et les choix lorsque vous faites la matrice des décisions?
Souvenez-vous, j'ai montré que les critères, c'est quoi, et j'ai montré que les choix, c'est quoi. Si vous n'avez pas bien capté, revoyez la vidéo. La différence entre les critères et les choix. Et c'est ça que vous allez multiplier pour trouver la réponse. Et la dernière question, que peut faire un manager, qui trouve des faiblesses dans son organisation, mais pour lesquelles il n'a pas la capacité de faire face? Que peut faire un manager qui trouve des faiblesses dans son organisation pour lesquelles il n'est pas capable de résoudre ou bien il n'a pas la capacité de faire face? Ou en d'autres termes, vous êtes manager quelque part, vous avez déjà identifié une faiblesse quelque part, mais vous n'êtes pas capable. Vous allez faire quoi? Voilà nos 3 questions. Ça va faire l'objet des débats. Vous pouvez donner des réponses en bas parce que nous sommes là sur l'interaction sur notre chaîne. Voilà, nous clôturons avec la 15e leçon. Vous savez, la 16e, c'est la délégation du pouvoir. La délégation du pouvoir. Comment vous pouvez être un responsable, un chef et manager, vous désignez quelqu'un pour occuper certaines fonctions en lui déléguant les pouvoirs. Comment il va exercer ça? Comment il va faire ça? Quelles sont les responsabilités de celui à qui on a délégué les pouvoirs et celui qui a délégué les pouvoirs? Comment on peut éviter les pièges dans la délégation du pouvoir? Parce que trop de leaders actuellement ont peur de dire « tu peux assumer telle fonction en me remplaçant, je pars en Europe, je pars en voyage » ou bien beaucoup de leaders ont la difficulté de préparer les remplaçants tout simplement parce qu'il y a certaines causes que nous allons énumérer. Bienvenue à la 16e leçon. Vous n'êtes pas abonné, cliquez sur « subscribe » ou bien « s'abonner », share, partagez avec les autres et ne manquez pas de liker si vous avez aimé la vidéo. Nous sommes à la fin. Merci beaucoup. À plus.